Chers amis de la presse, merci d'avoir répondu à notre invitation. La rencontre de ce jour à la mairie de Yopougon, ce mardi 5, vise la question de la situation fondamentale, de la situation des victimes, parents des victimes, issus des effondrements de bâtiments. C'est vrai que depuis la survenance de ces événements, le CBC plus ou moins a apporté des soutiens, différents soutiens, notamment moral, aux côtés de ces victimes. Pour nous, les choses ne doivent pas s'arrêter là. Et face à leurs besoins et à leur appel, incessant appel, nous avons trouvé nécessaire aujourd'hui de nous retrouver là et d'échanger sur un certain nombre de questions que nous trouvons très fondamentales. Donc, à cette occasion, je vais laisser la parole à la personne aujourd'hui qui a quasiment à l'initiative de cette rencontre. C'est mon frère William, qui a perdu sa fille lors du fondement du bâtiment de Angers, victime directe qui est encore sur le martyr. À côté de lui, vous avez les victimes et parents des victimes des effondrements du bâtiment de Tréchil. D'autres victimes sont en cours pour rejoindre le groupe pour créer une synergie d'action en vue de réaliser leur objectif et surtout faire en sorte que les effondrements des bâtiments cessent en Côte d'Ivoire. Donc, ceci étant dit, je vais passer la parole au frère William, qui va, n'est-ce pas, vous entretenir. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Et merci de votre présence, chers frères journalistes. Et d'entrée de jeu, je voulais, au nom des victimes, vraiment remercier le Président, de saluer pour vraiment son implication et surtout sa détermination par rapport à ces situations que les victimes traversent. Et à chaque fois qu'il y a une victime quelque part, sa voix ne laisse pas indifférent. Il est toujours présent et nous, depuis cette situation, effectivement, il est à nos côtés. Donc, je voudrais vraiment le remercier. Et également, remercier aussi les autorités qui, dès les premiers jours, étaient venues sur les lieux et vraiment ont joué leur partition. Ceci étant, le problème est très sérieux. Sérieux dans la mesure où, aujourd'hui, la majorité des constructions que nous constatons n'obéissent pas aux normes. Parce que les gens utilisent des matériaux qui ne sont pas fiables. C'est vrai, c'est nous qui, d'abord, avons payé le prix en perdant nos familles et nos biens. Tout le monde le sait. Mais au-delà, il faut que nous prévenions aussi par rapport à certains de nos frères et sœurs qui vivent dans des maisons, je dirais, des tombeaux à ciel ouvert. Ceci étant, il est très important aujourd'hui de prendre une décision radicale, ferme au niveau de la justice, par rapport à ces personnes qui, de par leur pratique, je dirais, pas catholique, entraînent la perte des vies humaines et la destruction des biens également des personnes innocentes. Mais
comment vous imaginez? Des gens, ils sont victimes, ils ont perdu leur famille, ils ont perdu leurs biens. Et souvent, les choses prennent du temps au niveau de la justice. Et pendant ce temps, ces personnes qui ont causé ces torts-là, leur famille dort, ils ont des biens. Et vous, les gens ne savent pas comment vous vivez et tout ça. C'est pourquoi je profite de ce micro vraiment pour lancer un appel. Pour dire que si les choses ne se règlent pas vraiment dans l'immédiat, et ça on le dit de façon ferme, nous allons prendre nos tentes pour aller devant la justice, et c'est certainement le palais de la justice qui sera notre lieu d'habitation. Et c'est ça, parce qu'il faut que les choses changent. C'est les gens, on ne doit pas les caresser. Parce que je pense qu'en toute chose, il y a des exceptions. Le droit, il est fait pour le bien des gens. Le droit, il est fait pour protéger la population. Mais ce type de personnes, on ne doit pas négocier avec eux. Ils mettent la vie des gens en péril. L'argent aujourd'hui ne doit pas primer sur l'être humain. Et même les maisons dans lesquelles ils dorment, ils mettent du sérieux. Mais pour construire des bâtiments, ils les mettent en location. Ils ne mettent pas du sérieux parce que pour eux, la vie humaine ne leur dit rien. Donc, je vais m'arrêter là. C'est des gens qui ont des biens. Nous avons répertorié certains de leurs biens. Et dans les temps qui suivent, si la justice ne répond pas à nos doléances, nous allons, je vous dis bien, dites que le président Edmond William dit que la justice sera le lieu d'habitation des victimes. Parce que c'est des situations que nous n'avons pas souhaitées. Nous, on paye les maisons, on loue les maisons, c'est pour dormir, être en sécurité avec nos familles. Aujourd'hui, on perd nos biens, au-delà, on perd nos familles, et les choses traînent. Ce n'est pas normal. Et il faut faire l'expertise également de ces bâtiments qui sortent de terre partout. Si les matériaux que les gens utilisent répondent vraiment aux normes. Mais beaucoup, un ami me disait la dernière fois, il y a une société, je ne dirais pas son nom pour le moment, qui a construit des grands bâtiments. Mais les gens sont allés inspecter et les gens, les bâtiments qu'ils ont construits, ce n'est pas du matériel adéquat. Mais imaginez-vous d'ici peu. Et après, quand les gens sont partis, mais ça a continué. Ils ont continué les travaux. Mais imaginez-vous d'ici demain. Ceux qui vont habiter ces immeubles, mais quel sera leur avenir? C'est-à-dire, ils seront couchés et puis brûlent. Comme cela nous est arrivé. C'est pourquoi je pense que nous accompagnons également le président Diaby par rapport à cette mission noble qu'il est en train de mener. Je vais m'arrêter là et bon, passer la parole à certains de mes frères victimes aussi qui sont en fait. Merci. Dans un premier temps, on va dire merci à Dieu Tout-Puissant de toutes choses qui a reçu là pour moi, de mon toucher. Merci au président Diaby. Excusez-moi, je suis Kibro Olivier, porte-parole des victimes de l'immeuble qui s'est effondré à Trècheville, à 23 rue 16 Vallée, où il y a eu 7 morts. Le jeune frère qui est là, Abel, a perdu et sa mère et sa grande soeur dans cet effondrement.
Il y a 2 dames qui ont perdu chacune 2 enfants. Et le 7e est mort à l'hôpital le lendemain. Donc nous venons de Trècheville et nous sommes les victimes de Trècheville. Moi qui vous parle, j'ai été blessé et on a reçu tout ce bruit-là médiatique à l'arrivée des autorités, mais depuis plus rien. Plus rien dans le sens où, je ne sais pas, on n'a plus d'assistance, plus rien dans le sens où on n'a plus personne qui veut demander de notre nouvelle. Si nous nous retrouvons, est-ce que le côté psychique a été travaillé? Parce qu'aujourd'hui, quand le tonnerre gronde, il faudrait surtout les enfants. Parce que le bruit de l'effondrement est encore dans leur tête. Oh, mais le président Djabi qui vient nous voir. C'est vrai, il ne rien, mais au moins, venir prendre de leurs nouvelles. Nous avons été victimes de tout ça, de cet effondrement-là, et on a l'impression que nous ne sommes pas au sein de la Côte d'Ivoire. On a l'impression que nous ne sommes pas des Ivoiriens. On a l'impression que, bon, peut-être parce que nous sommes pauvres, et jusque-là, c'est le silence total. Pour parler de la justice, on n'a pas trop de nouvelles. Nous avons appris que nous, par exemple, notre communauté avait été arrêtée. Et plus tard, on a appris par la même source, que je dirais pour le moment le nom, qu'il a été libéré. Sur quelle base? Comment? Pourquoi? N'étant pas des sachants en droit, peut-être que c'est la procédure normale, mais jusque-là, on ne sait rien. On ne sait rien. C'est vrai, quel que soit, je ne sais pas, l'aide financière que les gens viendront nous verser, ça ne va pas ramener nos parents. Ça ne va pas ramener tout ce qu'ils ont perdu. Les gens ont perdu parce qu'il y avait des ateliers chez nous là. Ça ne va pas ramener. Mais au moins, ça serait une marque de compassion. Mais jusque-là, nous sommes dans le vide. Non, président, je vais m'arrêter là, pour le moment, puisque nous sommes à une première rencontre générale. Indigénat, c'est toutes les victimes là, question de nous mettre ensemble pour se faire entendre. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui là, nous n'admirons pas qu'un autre Ivoirien ou bien un habitant de la Côte d'Ivoire en soit victime. Merci président, merci pour l'idée. C'est le frère Ali. D'accord, bon, est-ce qu'il y a un blanc ajouté? Attends. Ce que je voulais ajouter, mes frères. Bon, écoutez, vous nous connaissez personnellement. Vous connaissez nos activités. Et ça fait combien de temps vous n'avez pas de nos nouvelles? Parce que tous nos biens ont été détruits. Et nous sommes livrés à nous-mêmes. J'ai dit, je réitère, et je le dis, je réitère, si les temps qui viennent, il n'y a pas de solution, j'ai dit, nous allons prendre des tentes pour nous loger. C'est au sein du palais de la justice. Ces gens, ils ont des biens, leurs familles vivent. Et nous, aujourd'hui, de me livrer à nous-mêmes. Et c'est cela. C'est très important. Donc, toutes les victimes n'ont pas souhaité cette situation. C'est par la faute des gens que c'est arrivé. Président de la c'est ce que je voulais ajouter. Il dit, je réitère, on va prendre des tentes pour aller au palais de la justice. Je pense que le président de la République, en envoyant son premier ministre sur les lieux, c'est parce que quelque part, il a vu que vraiment c'était une situation assez préoccupante.
Mais ces gens-là ne peuvent pas dormir avec leurs parents pendant qu'ils ont non seulement tué nos familles, détruit nos biens, et que nous, on va subir encore. Ça, il faut que la justice statue rapidement sur ça pour mettre la main sur leurs biens afin de nous dédommager. Mais si cela n'est pas fait, et qu'ils soient condamnés, mais si cela n'est pas fait, dans l'immédiat, je pense que nous allons prendre des tentes. Et ça, je le dis, nous allons prendre des tentes pour nous loger au sein du palais de la justice. Chers amis de la presse, aujourd'hui, il était important que cette communauté silencieuse, dont la voix est étouffée, s'exprime. Je parle de la communauté des victimes issues des effondrements des bâtiments. Non seulement l'occasion leur a été donnée pour une première fois de porter leur voix, de faire connaître leurs souffrances et de faire connaître leurs besoins et attentes. Mais nous pensons que, à notre niveau, dans un état dit émergent, la justice doit accompagner l'émergence. La justice même doit être au devant de l'émergence. Un état digne de ce nom qui n'a pas une justice fiable n'est pas un état qui mérite d'être identifié comme étant un état de droit au Conseil des Nations respectueux des droits de l'homme. Moi-même victime, depuis 2000, membre d'une association de victimes depuis juin 2001, les diverses actions que nous avons menées en faveur des victimes à travers les actions de la justice répressive et réparatrice n'a jamais donné de suite jusqu'à aujourd'hui. Depuis les événements d'octobre 2000, en passant par les événements du 19 septembre 2002 jusqu'à la crise post-électorale de 2010-2011, malheureusement, la justice ivoirienne semble être cet élément social qui n'a jamais été au rendez-vous des grands événements et c'est déplorable. Nous dénonçons à travers ce micro l'inertie coupable de la justice pénale ivoirienne en faveur, comme le frère l'a dit tout à l'heure, des pauvres. Et je pèse mes mots, j'ai des éléments, je ne souhaite pas une vie humaine être une vie humaine, je ne souhaite pas. Si un des bâtiments était tombé sur la famille d'une haute autorité de ce pays, je pense que ce problème a été réglé. C'est pourquoi nous persistons et nous signons à travers ce que nous avons vécu et nous constatons jusqu'à aujourd'hui. Nous estimons que les actions de la justice en Côte d'Ivoire se mènent en fonction de la tête du client et de façon sélective. Et nous dénonçons cette situation. On appelle à l'État de Côte d'Ivoire à incarner un État respectueux des droits de l'homme, conformément à notre constitution qui fait référence à la charte universelle des droits de l'homme. Il faut que la justice ivoirienne soit à la hauteur des attentes des populations. C'est un gage de stabilité et de paix. Si la Côte d'Ivoire a subi, n'est-ce pas, des soubresauts, des regains de violence jusqu'à la dernière événement d'octobre 2020, c'est parce que la justice ivoirienne en a été la première, cette institution qui est la première responsable des faits que nous déplorons tous. Et en appui à mon frère William, je m'engage devant vous que désormais le CVCI est résolument engagé à vos côtés. En fonction de vos besoins, nous allons agir. Et comme vous l'avez dit, j'appelle l'ensemble des victimes en Côte d'Ivoire à l'union
en faveur de la restauration de leur dignité, en faveur de la renaissance d'une justice équitable. Et j'annonce que l'harcèlement qui persiste, l'harcèlement du système judiciaire vient de commencer. Nous allons harceler le système judiciaire ivoirien jusqu'à obtenir l'insurrection de cette institution contre tous les auteurs de crimes, afin que les justices obtiennent justice et réparation, droit fondamental qu'il est reconnu par la Constitution ivoirienne, qu'il est reconnu par toutes les institutions du monde et par l'humanité. Nous n'avons pas accepté que pour des intérêts partisans, que pour des intérêts que nous ignorons, qu'un citoyen soit lésé de son droit fondamental. Partant de ce principe, fort de notre statut et de notre qualité, nous sommes engagés à vos côtés. Nous n'allons pas vous lâcher. Et comme on l'a dit, à chaque victime n'a qu'à préparer sa tente. Et nous allons élire domicile à la palais d'Agis jusqu'à ce que nos sœurs, nos frères qui animent ce système-là lui donnent de la valeur et donnent de la valeur aux institutions de la République de la Côte d'Ivoire pour un pays émergent dont la justice est en avant pour la restauration de la dignité de chacun de nous. La justice ivoirienne n'est la propriété de personne. L'État de Côte d'Ivoire n'est la propriété de personne. L'État de Côte d'Ivoire est notre propriété de tous. Quelle que soit notre origine géographique, quel que soit notre groupe ethnique, quelle que soit notre religion, la justice ivoirienne a obligation de nous restaurer dans notre dignité dès lors que nous sommes victimes et d'agir pour garantir les non-répétitions des actes d'atteinte au droit de l'homme que nous avons restés depuis 30 années maintenant en Côte d'Ivoire. Ça suffit, il faut que ça cesse. Je vous remercie. Merci. Donc, je pense que c'était ça. Hein? Excusez-moi, j'ai oublié une parenthèse. Excusez-moi, je vais revenir. Mon frère William a soulevé une question très importante que j'ai oubliée, tellement nous sommes remontés contre le système judiciaire ivoirien. Mais il a parlé des matériaux de construction. Effectivement, le CBCI persiste et signe. Les matériaux de construction sont l'une des causes principales des effondrements des bâtiments. Nous avons constaté, chacun de vous sait que nous travaillons sur ce dossier depuis un certain nombre de temps. Effectivement, certaines personnes qui s'enrichissent de façon illicite, lorsqu'il s'agit de construire des bâtiments pour mettre en location, ils n'y mettent pas du sérieux. Le locataire aujourd'hui en Côte d'Ivoire n'a aucune valeur aux yeux de nos institutions et aux yeux de ceux qui ont les moyens de construire les maisons pour les mettre en location. Donc, il faut que ces choses-là cessent. Pour le moment, nous avons identifié le fer à béton comme étant un des éléments essentiels à l'origine des effondrements des bâtiments, jusqu'à preuve du contraire que quelqu'un vient nous démontrer que c'est pas vrai. Le fer à béton, on a l'habitude de le dire, c'est la colonne vertébrale, ce sont les tendons, ce sont les muscles et ce sont les os des bâtiments. Le permis de construire est un élément important qui vous permet de construire, mais est-ce que lorsque quelqu'un a son permis de conduire, il se conduit bien? Est-ce qu'il ne va pas se saouler pour conduire? Est-ce qu'il ne va pas prendre la drogue pour conduire? Est-ce qu'il ne va pas faire du rallye sur une route où il est demandé de faire de 60 km à l'heure? C'est de cela qu'il est question. On peut avoir le permis de construire et puis ne pas acheter de bons matériaux de construction, ne pas donner sa maison à une personne compétente. Donc nous estimons que la lutte contre les faux matériaux de construction continue et elle va se bonifier ces temps-ci. Dans un état normal, dans un état dit émergent,
le faux matériel ne doit pas exister à côté du vrai. À moins que je ne sais pas ceux qui sont chargés de réguler, de contrôler, de retirer ces faux matériels de construction soient aussi des personnes fortes qui ne méritent pas la place dont ils s'occupent actuellement. Donc c'est le point important que je voulais ajouter, ce qui est sûr, le CDCI se réserve le droit de mener toutes les actions citoyennes pour indexer, pour faire comparer du petit achéron jusqu'au propriétaire de la maison qui s'est effondré et qui risque de s'effondrer, y compris les fonctionnaires. C'est triste de voir que l'État de Côte d'Ivoire ne fait que suspendre les fonctionnaires mis en cause. Et ces fonctionnaires, pourquoi ils ne répondent pas de leurs actes devant la justice? Pourquoi le propriétaire de maison qui construit sa maison le fait sans permis de construire, il est inquiété, alors que celui qui fabrique le fer à béton, le ciment et autres produits n'a pas le permis pour fabriquer ce fer et le commercialiser et en liberté. Voici une question à laquelle la justice doit nous donner une réponse. Et cette réponse, on l'exige. Ça fait partie des besoins, des attentes des communautés de victimes. Si nous n'avons pas cette réponse avec les autres attentes des victimes, nous réitérons, nous allons accompagner les victimes au lieu de domicile au palais de la justice d'Abidjan. Je vous remercie.